Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour le deuxième épisode sur le sujet des tueurs de masse. Si jamais vous n'avez pas vu le premier, il s'affiche juste ici et je vous conseille d'aller le voir puisque je vous y définissais ce que sont les tueurs de masse et puis je vous parlais aussi des facteurs sociaux, environnementaux et criminologiques qui entrent en compte dans le phénomène du passage à l'acte. Dans cet épisode d'aujourd'hui, on va parler plutôt de l'aspect psychologique et ensuite on verra quels sont les moyens qui existent déjà ou qu'on peut mettre en place pour essayer de lutter contre ce phénomène. Alors comme d'habitude, installez-vous bien confortablement, éteignez vos lumières et c'est parti! Les tueurs de masse sont souvent considérés comme des fous, comme des déséquilibrés, comme des détraqués, et ça vient d'une tendance naturelle de l'être humain à rejeter tout ce qu'il condamne afin de pouvoir se rassurer lui-même sur sa propre normalité. Un petit peu comme certains le font avec les représentations des monstres qui nous font peur. Pourtant, la majorité des tueurs de masse ne montrent pas de signes de maladie mentale. Ils sont d'ailleurs généralement pas connus par les services de police ni par les services de santé, genre psychiatrie, et ils n'ont pas d'antécédents particuliers. À la limite, dans certains cas, on peut supposer qu'il y avait des cas de dépression, mais les cas de psychose sont extrêmement rares. Alors même si, comme je vous l'ai déjà dit, la majorité des tueurs de masse sont décédés lors de l'attaque, soit parce qu'ils se sont suicidés, soit parce qu'ils ont été tués par les forces de l'ordre, on peut quand même essayer d'en connaître un petit peu plus sur leur psychologie en retraçant plusieurs choses, notamment grâce à ce qu'on appelle l'anamnèse en psychologie, c'est-à-dire l'histoire de vie, en recueillant des témoignages de leur entourage et puis en analysant certains contenus, certaines productions qui sont laissées par les tueurs. C'est souvent, comme je vous l'avais déjà dit, des écrits, des photos et des vidéos. Alors si on s'intéresse un peu plus à l'enfance des tueurs de masse, ce qu'on remarque c'est que généralement cette enfance-là elle est marquée par la solitude, par un isolement, par des cas de harcèlement et d'exclusion sociale. On va aussi pouvoir retrouver pas mal de traumatismes qui vont pouvoir gêner le processus de sociabilisation. Ça peut être par exemple une éducation très sévère et ou violente, des parents qui divorcent, un placement en foyer qui va donner un sentiment d'abandon, ça peut être un inceste ou même la mort des parents. Et de manière assez générale, ce qu'on remarque aussi, c'est que les enfants qui deviendront plus tard des tueurs de masse ont grandi dans une classe sociale assez pauvre, plutôt modeste, avec des parents qui sont peu présents et qui souvent avaient des conduites d'addiction, soit à l'alcool, soit aux drogues. Arrivés à l'âge adulte, ceux qui deviendront des tueurs de masse sont souvent perçus comme des personnes plutôt méfiantes, rancunières, avec des traits un peu rigides et obsessionnels, et aussi parfois des traits de grandeur ou un espèce d'énorme narcissisme. Leurs rapports sociaux sont généralement pauvres, c'est-à-dire qu'on peut avoir une situation de rupture avec la famille, des difficultés à construire une vie de couple, une vie amicale assez peu existante, des rapports assez conflictuels aussi au travail et d'ailleurs une précarité de l'emploi au niveau professionnel. Parfois des situations d'échec scolaire pour les plus jeunes et de manière générale pour les populations immigrées, une difficulté à s'intégrer dans la société. Et beaucoup d'entre eux sont victimes de harcèlement, soit à l'école, soit au travail. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec les tueurs de masse, c'est que ce sont des personnes qui ont envie de tisser des liens avec les autres. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent à être exclues de la société. Au contraire, et c'est justement de ce décalage-là entre une volonté d'avoir une vie sociale et cette impossibilité finalement due à tout un tas de facteurs comme on a pu le voir dans l'ancienne vidéo et puis dans celle-ci. Et donc c'est vraiment ce décalage-là qui va créer le terrain propice finalement à des idées de faire un massacre, une tuerie de masse. Chez les tueurs de masse, il y a vraiment beaucoup de frustration et ils vont passer énormément de temps à ruminer d'anciennes humiliations, d'anciennes insultes, ce qui va finalement créer un ressentiment qui va ensuite donner naissance à tous ces fantasmes de violence.
Et c'est en fait ce qu'on pourrait appeler un mécanisme de défense contre un narcissisme qui est blessé, si vous êtes blessé dans votre ego, où finalement ces fantasmes de violence, c'est des fantasmes dans lesquels le sujet va réussir à se réapproprier un certain pouvoir, une certaine domination sur les autres. Il va pouvoir se placer dans une situation imaginaire dont il est le héros, dont il est le justicier, face à toutes ces frustrations, à toutes ces humiliations qu'il a pu ressentir auparavant. Et ce sont vraiment dans ces fantasmes que le sujet va pouvoir ressentir ce sentiment de pouvoir sur l'autre et avoir cette illusion de force et de contrôle qu'il n'a finalement pas dans le réel. Et ça, c'est ce que certains auteurs appellent la collection d'injustices, c'est-à-dire vraiment ce moment où le futur tueur va retenir absolument chaque situation d'injustice qu'il perçoit, chaque humiliation, chaque insulte, et tout ça, ça va s'accumuler, 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 et prendre la forme d'un ennemi qui les représente et qui va devoir être la cible de toute la rage qu'il contient. Et ces collections d'injustices vont nous amener à ce qu'on appelle le processus de cristallisation. C'est vraiment le moment où toute cette accumulation dont je vous ai parlé va déborder et où la tuerie de masse n'est alors considérée par l'individu comme la seule solution, la solution ultime à sa souffrance. Les auteurs Fox et Levin ont établi une typologie de l'homicide multiple selon les motivations. C'est valable à la fois pour les tueurs de masse mais aussi pour les tueurs en série. Et donc ça reprendrait soit la motivation du pouvoir, soit de la revanche, soit de la loyauté, soit du profit ou de la terreur. Comme je vous l'ai dit, le narcissisme du tueur de masse est blessé. Et donc pour se soigner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va projeter la faute sur les autres. Il va donc dépeindre ses victimes comme ayant très très peu de valeur, tandis que lui, de l'autre côté, il se perçoit comme étant tout à fait libre de tout blâme. Et c'est ça qui va lui éviter d'hésiter au moment du passage à l'acte. Une fois la décision prise, le tueur, il va commencer à élaborer son plan. Et l'attaque, il faut bien se dire qu'il va la rejouer plein de fois dans sa tête. Il va l'imaginer, il va la fantasmer. Alors comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a souvent un facteur précipitateur, c'est-à-dire que c'est un événement qui finalement va tout faire basculer. De l'extérieur, ça peut vraiment donner l'impression d'être quelque chose de très très banal. Comme je vous l'avais dit, souvent ça se rapporte à une rupture, à une perte, soit d'une relation, soit d'un travail. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, on va pouvoir avoir l'impression parfois que c'est vraiment un événement extrêmement banal, que ça peut être parfois juste un mot de travers, quelque chose, une dispute mais sans graves conséquences. Et vraiment, si on ne comprend pas le phénomène de cristallisation dont je vous ai parlé, avec cette fameuse accumulation, on va pas être capable de comprendre pourquoi c'est cet événement-là qui a fait basculer la personne. Parce que, comme je vous le dis, on a l'impression que c'est insignifiant et on n'arrive pas à percevoir que pour le tueur, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais qu'il y a eu plein d'autres choses avant finalement, et que c'est pas cet événement-là qui est l'unique responsable, l'unique déclenchant de l'attaque. Et donc si on ne comprend pas ça, et bien finalement on peut avoir effectivement l'impression que l'attaque elle est spontanée, que c'est un espèce de craquage comme on peut parfois l'entendre dire dans certains médias, alors que c'est totalement faux parce que l'attaque, comme je vous l'ai dit, elle est préméditée. L'auteur, le tueur, il l'a joué des centaines de fois dans sa tête, il l'a imaginé, il l'a totalement vécu en pensée un tas de fois. Alors rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous avais expliqué qu'il existe 3 profils de tueurs de masse. On a les Family Annihilator, les pseudo-commandos et les Set and Run Killers. Là, j'aimerais qu'on se penche un petit peu plus sur le cas des pseudo-commandos. Le tueur de masse dit pseudo-commando, c'est vraiment celui qui est le plus décrit, il me semble, par la communauté scientifique. C'est celui qui a été le plus étudié. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-commando? Donc c'est un criminel qui va vraiment planifier à l'avance son attaque, qui va se faire en journée et dans un lieu public. Il va arriver, il est extrêmement préparé, il porte généralement une tenue de type militaire force armée et il a avec lui un important arsenal d'armes à feu. Il n'a évidemment pas de plan d'issue et compte bien mourir pendant l'attaque, soit en se suicidant, soit en étant tué par les forces de l'ordre. Selon Knoll, qui a écrit un très bon article sur les pseudo-commandos et que vous pourrez retrouver en barre d'infos comme tous les articles que j'ai utilisés pour préparer ce sujet,
Le pseudo-commando, c'est une forme d'homicide-suicide. Alors qu'est-ce que l'homicide-suicide? C'est un phénomène extrêmement rare, de manière générale, où l'individu va tuer une ou plusieurs personnes dans un très court laps de temps, à peu près 24 heures, puis ensuite se suicider. C'est une définition qui, si vous avez bien suivi la vidéo d'avant, ressemble énormément à celle du tueur de masse. Finalement, la seule différence, c'est qu'on n'a pas cette limite de 3 victimes ou plus. Et Knoll, lui, il propose une distinction entre deux types de psychopathologie chez les pseudo-commandos. D'un côté, il y a ceux qui sont sur le versant paranoïde. Ça, ce sont des sujets qui vont vraiment se sentir persécutés, qui perçoivent leur monde basé sur des sentiments de frustration et de maltraitance, avec des mécanismes de défense dits primitifs, par exemple le clivage, l'externalisation ou la projection. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui sont sur le versant dépressif. Là, c'est un sujet qui va quand même être en capacité d'être préoccupé du fait de blesser ou de tuer autrui, de détruire peut-être un aspect de la société. Il peut, lui, ressentir des regrets ou de l'empathie pour ses victimes et généralement, il souhaite vraiment se réconcilier avec la société. Donc ce que Knoll nous le dit, lui, c'est que pour lui, on n'a vraiment que ceux qui sont sur le versant plus paranoïde, qui sont ceux qui sont à même de passer à l'acte plus tard. Et donc ce type de pseudo-commando-là se caractérise par une personnalité paranoïde, ce qui signifie en fait qu'ils ont d'importantes blessures narcissiques et qu'ils ont vraiment ces sentiments, ces impressions d'être persécutés et beaucoup de colère. Et en fait, ce qui est intéressant à analyser, c'est que les pensées de colère, elles ont tendance à former un cercle vicieux, c'est-à-dire que le sujet va s'enfermer dans un fantasme de revanche, et plus il va être dans ce fantasme-là, plus ça va être difficile pour lui de s'en sortir, de trouver de nouvelles stratégies qui pourraient lui permettre par exemple d'aller de l'avant et de passer au-dessus de toute la frustration, de toute la colère qu'il peut ressentir. Et donc ça, c'est ce qui a été étudié chez les pseudo-commandos, mais je pense vraiment que ce genre de schéma de pensée-là, on peut aussi l'appliquer aux autres types de tueurs de masse. Et donc chez les pseudo-commandos, comme chez les autres d'ailleurs, le fantasme de revanche, il est inflexible, il est persistant, et c'est quelque chose qui va, comme je vous l'ai dit, essayer de venir nourrir l'estime de soi qui est blessée par un narcissisme blessé. Donc on va vraiment essayer de nourrir tous ces fantasmes pour finalement s'en sortir. Et c'est ce qu'on va voir vraiment beaucoup chez les pseudo-commandos qui, eux, vont souvent mener leur attaque avec des tenues assez particulières, des tenues empruntées à l'imaginaire militaire et des forces armées, et qui vont aussi adopter des conduites qui ressemblent à ce fantasme-là. Et ça, c'est ce qui va leur permettre finalement de vivre et d'expérimenter un véritable plaisir au moment de la tuerie, puisqu'ils vont avoir ce sentiment-là d'incarner un justicier qui qui prend sa revanche sur la société, sur toutes les personnes qui lui ont fait du mal, et il va s'en sentir un petit peu comme le héros. D'ailleurs, il n'est pas rare que les tueurs de masse cherchent à envoyer un ultime message juste avant de passer à l'acte, que ce soit aux médias ou au public, souvent sous forme d'écrits, de manifestes, mais aussi parfois de photos et de vidéos dans lesquelles ils enregistrent un véritable message qu'ils essayent d'envoyer à la société. Et c'est vraiment une volonté d'essayer d'expliquer leur acte. Et quand on les analyse, on voit bien qu'ils ont cette envie que les gens qui vont les entendre ou qui vont les lire puissent comprendre pourquoi ils sont passés à l'acte et puissent finalement en arriver au point de se dire qu'effectivement ils n'avaient pas d'autre issue et que c'était leur seul moyen d'abréger leur souffrance et de se rendre justice une dernière fois. Et comme je vous le disais juste avant, ces tueurs-là, ils se sont vraiment réfugiés dans un fantasme du guerrier vengeur. Et pour ça, ils vont vraiment adopter une tenue qui va être en adéquation avec ce fantasme-là. Donc ils vont mettre des tenues de type un peu militaire, commando, etc. lors des attaques. Et cette tenue-là, finalement, quand on la regarde bien, elle se rapproche presque plus d'un costume que d'une réelle tenue. Elle est effectivement choisie pour son confort et sa praticité, dans le sens où ça va souvent être des larges manteaux où on peut cacher pas mal d'armes. Mais il y a vraiment aussi un espèce de souci du détail qui est poussé pour vraiment incarner l'espèce de fantasme qu'on a de ce que c'est que le militaire, de ce que c'est que l'homme armé. Parfois on a même des situations de tueurs qui vont recopier d'autres tenues portées par d'autres tueurs de masse célèbres.
Et cette tenue-là, elle a son importance parce qu'en fait, c'est ce qui va venir encore soutenir la démarche du tueur. Ça va lui permettre, au moment où il l'enfile, de vraiment rentrer dans le fantasme dont je vous ai parlé, qu'il s'est rejoué tout un tas de fois. Et ça va finalement, en fait, créer un espèce de décalage entre la réalité et le rêve. Ça va finalement lui permettre de passer à l'acte plus facilement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça va lui donner cette distance nécessaire avec le réel pour aller commettre ces actes extrêmement barbares, mais un peu comme s'il était dans un film ou dans un jeu et en n'ayant pas tout à fait pleinement conscience de ce qui se passe. Alors maintenant qu'on a bien exploré tous les mécanismes qui peuvent pousser quelqu'un à devenir un tueur de masse, eh bien on va parler de la dernière partie de ce double épisode qui est finalement quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour essayer de lutter contre le phénomène, que ce soit ceux qui existent déjà ou ce qu'on pourrait nous essayer de mettre en place en France. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en France, il y a assez peu de dispositifs qui sont mis en place pour lutter contre les tueries de masse. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent dans plein d'autres pays dont on pourrait s'inspirer et qui pourraient finalement nous aider à lutter contre ça, à faire en sorte que les attaques arrivent moins souvent et que quand elles arrivent, elles fassent moins de victimes. C'est ce dont je vais vous parler dès maintenant. Alors avant de commencer, je voudrais réinsister sur l'importance de bien comprendre le phénomène de la tuerie de masse pour pouvoir appréhender au mieux quels sont les mécanismes, quelles sont les problématiques et de cette manière-là ne pas se laisser submerger par les a priori et par certains jugements hâtifs qui seraient peut-être bien faciles mais qui nous ferait un petit peu passer à côté du réel problème et aussi du coup des enjeux et des vrais mécanismes, des vrais dispositifs à mettre en place. Les réponses conventionnelles qui stigmatisent l'usage de la drogue, la notion de la folie ou la consommation excessive de jeux vidéo ne peuvent expliquer de manière satisfaisante ces tueries. C'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Acide et Julien Marcel, les auteurs du livre Tueurs de masse dont je vous ai déjà parlé et que je vous recommande fortement. Je pense que vraiment c'est très important qu'on étudie bien sérieusement ça. Et je sais très bien que je reçois régulièrement des commentaires de personnes qui ne comprennent pas quel intérêt on peut avoir pour les tueurs en série, les tueurs de masse, enfin, toutes ces histoires un petit peu glauques, un petit peu sanglantes. Mais vraiment, je tiens à réinsister encore une fois sur l'importance d'étudier ces choses-là. C'est aussi parce que ça va nous permettre de lutter contre en fait. C'est pas juste une simple fascination morbide, c'est parce que c'est extrêmement important et s'il y avait personne qui travaillait en criminologie ni en France ni partout dans le monde, finalement ce serait bien pire et j'espère là avec cette partie-là vous montrer quelles applications on peut sortir justement de toutes les connaissances que j'ai essayé de vous développer juste avant. Alors pour commencer, je vais d'abord vous parler de l'accès aux armes à feu. Je vous en avais vaguement parlé dans la première partie. Comme je vous l'avais dit, en France, on se situe plutôt dans une moyenne haute en termes de nombre d'armes à feu pour 100 habitants. Sachez que ces armes-là, comme je vous l'ai déjà dit, je sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, elles sont pour la grande majorité détenues de manière légale. Et les armes qui sont impliquées dans les tueries de masse, là je vous parle à l'échelle mondiale, sont très généralement des armes qui sont détenues de manière légale. Donc ça veut dire que je pense que le cadre législatif autour de la possession et la détention d'armes, il est peut-être à revoir. Alors évidemment, il y a quand même deux sortes d'équipes qui s'affrontent un petit peu sur cette question-là, avec chacun leurs arguments. D'un côté, il y a ceux qui vont dire que si quelqu'un veut tuer d'autres personnes, il le fera de toute manière et qui vont prendre pour exemple ce qu'on voit par exemple en Asie en ce moment, il y a une véritable recrudescence des tueries de masse qui se font par arme blanche. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui vont penser que les armes à feu sont quand même des armes de destruction massive qui vont donner la possibilité de faire beaucoup plus de victimes si jamais la personne en a plusieurs avec elle, même une, elle va faire plus de victimes qu'avec un couteau par exemple. Alors finalement la question c'est est-ce que ce serait efficace de réduire l'accès aux armes à feu? Et pour ça je vais prendre l'exemple de l'Australie qui avait lancé une vaste campagne de reprise des armes à feu qui étaient déjà en circulation dans le pays à la suite du massacre de Port Arthur en 1996. Donc ils ont fait rappeler beaucoup d'armes. Et puis 6 ans après il y a eu à nouveau un épisode de fusillade. Et donc là après ça les lois ont encore
plus c'était durci. Et là, ce qu'on peut noter après donc ces deux moments de vraiment de redurcissement de la loi, de l'encadrement légal, de l'accès aux armes, c'est qu'on a vraiment une baisse très significative à la fois du nombre d'attaques et à la fois du nombre de morts. Alors bien sûr, le durcissement des réglementations ne pourra jamais garantir un risque zéro. Puisque généralement la chose qu'on peut le plus faire, c'est ce qu'on appelle la mesure d'encadrement de la possession des armes à feu, c'est-à-dire que quand une arme est vendue, on sait à quel propriétaire elle est vendue. Mais le problème, c'est que finalement, on n'a pas vraiment de suivi derrière, parce que même si la personne qui l'achète va bien au moment où elle l'achète, ce qui est déjà pas vraiment évalué actuellement, mais si on faisait ça, ça ne nous garantirait pas que 4 ans plus tard, 10 ans plus tard, c'est toujours le cas. Ça ne nous garantirait pas non plus qu'on peut suivre l'arme, puisqu'en fait, elle peut être revendue après sans être enregistrée aux autorités. Donc on n'aurait quand même pas vraiment un suivi de toutes les armes. Ça, c'est un petit peu l'argument qui est repris aussi par les personnes qui donc s'opposent finalement à une restriction de l'accès aux armes à feu. Moi, je pense quand même, c'est mon avis très personnel, mais je pense quand même que si les personnes avaient moins accès aux armes, eh bien, on aurait quand même moins d'attaques et moins de morts. Ensuite, on va s'intéresser à la problématique du lien social, parce que comme on l'a vu dans la vidéo précédente et comme on l'a vu aujourd'hui avec la psychologie des tueurs de masse, finalement c'est un phénomène qui va vraiment questionner la capacité de nos sociétés à raffermir le lien social. Et là, il me semble qu'il y a quand même plein de choses à mettre en place pour la prévention de l'exclusion, à commencer par des véritables programmes de lutte contre le harcèlement et le dénigrement. Je pense notamment dans le milieu scolaire et au travail, même si ça devrait être encore plus étendu à la vie publique, puisque on sait très bien qu'il y a certaines personnes dans la rue par exemple, ou même dans certains lieux qui peuvent être harcelées elles aussi, notamment je pense à certains groupes de population opprimées. Mais vraiment, ce qu'on peut le plus faire facilement, c'est vraiment mettre en place des choses sur les lieux de travail et puis sur le milieu scolaire. Et donc pour ça, il y a plusieurs propositions qui ont été émises pour lutter contre le harcèlement quotidien dans les établissements scolaires et dans les entreprises, à commencer par des édictions de règles, de valeurs et de principes à l'encontre du harcèlement. Ensuite, ne plus tolérer le harcèlement et le dénigrement et du coup pénaliser par des sanctions les personnes qui manquent à ce genre de règlement-là. Aussi avoir un véritable personnel qui est formé à la gestion des situations de violence, et ces formations-là devraient être données par des experts, des personnes qui travaillent réellement dans le domaine de la criminologie et qui peuvent donner des bonnes clés pour savoir comment réagir et comment faire face à une situation de violence ou de harcèlement. Et d'ailleurs, il faudrait renforcer et organiser la surveillance, je pense notamment au milieu scolaire, où finalement il y a énormément de situations de harcèlement quotidien qui ne sont pas assez décelées par les équipes pédagogiques et la direction, et qui laissent passer beaucoup trop de choses. Et enfin, autre proposition, ce serait la mise en place d'un fil d'écoute pour les victimes. Je pense à une échelle nationale, mais aussi de manière beaucoup plus locale dans les établissements. Le fait que les personnes qui se sentent opprimées, qui se sentent harcelées puissent s'exprimer et ne gardent pas tout ça en elles. Bon, ensuite ce qu'on pourrait faire d'autre qui serait vraiment bien, je pense, c'est apprendre à mieux repérer les sujets à risque. Parce que comme je vous l'ai montré, beaucoup de personnes pensent qu'un tueur de masse c'est quelqu'un qui pète un câble totalement et qu'on n'aurait jamais pu prédire ce qu'il allait faire. Alors que je pense vous l'avoir bien démontré, en fait il y a plein de signes avant-coureurs, il y a plein de choses qu'on devrait pouvoir repérer à temps afin d'empêcher la personne de passer à l'acte. Déjà aux États-Unis, le FBI a créé le Supplementary Homicide Report, qui est un fichier qui permet en fait de regrouper énormément d'informations sur les homicides et ensuite de les classer, de les trier et de les analyser. Et c'est grâce à ces analyses-là qu'on a pu trouver certains points communs entre différentes situations de tuerie de masse. Et avec ces points communs-là, on a pu faire émerger ce qu'on a repéré comme des signaux d'alerte qui font qu'on doit vraiment faire très attention à ces choses-là qui peuvent être un petit peu des prédicteurs d'un futur passage à l'acte.
En France, on a plusieurs organismes qui peuvent vraiment prendre au sérieux ce type de signaux-là. Pour commencer, on a l'OCLCTIC, qui est l'Office central de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. C'est un organe qui vraiment va lutter contre la cybercriminalité. Et cet office-là, il recueille notamment les signalements qui sont adressés aux policiers qui vont pouvoir localiser des personnes qui tiennent des propos menaçants sur Internet grâce à leur adresse IP. Acid et Marcel, ils pensent vraiment qu'une meilleure sensibilisation de cet office-là à la psychopathologie des tueurs de masse, ça permettrait qu'ils soient beaucoup plus attentifs aux signes avant-coureurs et qu'ils repèrent mieux les criminels avant le passage à l'acte. Et puis d'un autre côté, on a aussi un office de police qui s'appelle l'OCRVP, qui est l'Office central pour la répression des violences aux personnes, qui lui est vraiment compétent dans tout ce qui est en matière d'homicide. Et les auteurs suggèrent là encore plusieurs choses qu'on pourrait mettre en place, donc avec l'OCRVP. Par exemple, la création d'un numéro d'appel gratuit qui serait promu auprès de la population générale par le gouvernement, par les autorités, de manière à ce que les citoyens puissent appeler ce numéro-là en cas de s'ils se rendent compte qu'ils ont quelqu'un dans leur entourage, dans leur voisinage qui a des comportements un petit peu étranges. Ça permettrait de le signaler à la police qui ensuite, elle, déciderait s'il y a besoin de mener une enquête, si c'est assez sérieux ou pas, de mener une enquête sur le suspect et puis éventuellement même de pouvoir prévenir les lieux qui seraient potentiellement visés par une attaque de cette personne-là. Puisque rappelez-vous, je vous l'avais dit, il y a des endroits qui sont vraiment beaucoup plus potentiellement à risque criminel que d'autres. Donc si on peut repérer ces endroits-là, eh bien on peut les prévenir à l'avance de renforcer leur système de sécurité. Enfin, imaginons que même si tout ça était mis en place, il pourrait encore y avoir évidemment des cas de tueurs qui arriveraient à passer entre les gouttes et à arriver au moment de l'attaque même. Mais il y a encore des choses qui peuvent être faites pour permettre en fait de contenir l'attaque et de limiter au maximum les pertes humaines. Par exemple, ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de créer des systèmes d'alerte en cas d'attaque qui, si possible, seraient vraiment le plus efficace possible afin d'éviter de créer une panique générale, un mouvement de foule, de faire évacuer les lieux au maximum et, si possible, sans en alerter le tueur lui-même. On pense aussi à la création d'un numéro d'appel spécial, donc d'un centre d'appel qui serait spécifique, qui permettrait en fait de joindre les secours et la police de manière beaucoup plus rapide qu'en passant par le circuit traditionnel qui est souvent extrêmement surchargé d'appels et où il y a beaucoup de temps d'attente. Aux États-Unis et au Canada, qui sont des pays qui ont été quand même pas mal touchés par des attaques, par des fusillades, eh bien il y a pas mal d'établissements qui ont aménagé leurs espaces en cas de fusillade, avec finalement des créations d'abris, avec des murs épais, avec des systèmes de portes qui peuvent se refermer de manière à cloisonner au maximum certains établissements, avec des kits de première urgence qui sont disponibles un petit peu partout. Et ça, malheureusement, en Europe, en France aussi, il n'y a vraiment pas eu assez de changements, il n'y a pas eu de choses comme ça qui ont été installées, alors que nos pays aussi sont touchés par les attaques, par les tueries de masse. Et malheureusement, c'est des choses qui sont quand même concrètes, pas très compliquées à faire, qui n'ont pas été mises en place. Et puis je pense qu'il est important de réfléchir aussi à l'impact de la médiatisation des tueries de masse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de glamourisation de certains tueurs de masse. Et c'est ce que vous pouvez vraiment voir sur internet, puisqu'il existe finalement des pages Facebook, des pages de fans, des blogs, des chaînes qui sont consacrées à certains tueurs et qui sont vraiment élevés au rang d'icônes. Ça, je pense que ce serait très très important de mieux lutter contre ce genre de pages-là, de mieux les déceler, de les désactiver et puis peut-être de surveiller certains de leurs auteurs qui semblent parfois avoir une fascination qui est vraiment très très préoccupante, je pense, par rapport à certains tueurs de masse. Ces choses-là, elles sont vraiment pas assez faites, alors que pourtant on sait très bien que les tueries de masse, elles apparaissent par effet un peu de vague, ou ce qu'on appelle aussi un effet de grappe. C'est-à-dire que quand il y en a une, ça va souvent avoir tendance à en déclencher d'autres. Donc on se doute qu'il y a un phénomène au travers de la médiatisation déclencheur chez certaines autres personnes qui, comme je vous l'ai dit, évidemment étaient déjà à risque, mais ça va un petit peu plus les faire basculer. Et donc c'est vraiment hyper important de réfléchir à comment est-ce qu'on médiatise ce genre de tuerie-là. Et
malheureusement certains médias qui ont un rôle normalement d'information vont parfois un petit peu prendre la pente glissante du sensationnalisme, et ça je pense que c'est vraiment pas bon du tout, ni pour les victimes ni pour certaines personnes qui sont un peu fragiles et qui pourraient peut-être basculer et elles aussi devenir des tueurs de masse. Alors c'est sûr, bien évidemment, que le risque zéro, je pense, n'existera jamais. Mais c'est quand même vraiment dommage de se dire qu'on a quand même certaines connaissances scientifiques, bien que je vous l'ai dit, peut-être pas assez développées sur les tueries de masse, mais n'empêche qu'il y en a certaines et qui nous livrent quand même des véritables informations, des véritables pistes de choses qui peuvent être mises en place afin de lutter contre ce phénomène-là. Et je pense que c'est vraiment dommage. Mais ce que je voulais vraiment que vous reteniez aussi de cette vidéo, c'est que chacun de nous, à notre petite échelle, on peut essayer un petit peu de lutter contre ces phénomènes-là. Parce que comme je vous l'ai montré, il y a vraiment cette dimension de harcèlement qui est présente, et je pense qu'on a tous connu des personnes lors de notre scolarité ou autour de nous qui se sont déjà fait harceler, et c'est vraiment super important de prendre bien conscience qu'il ne faut pas qu'on entre nous-mêmes dans ce mécanisme-là, déjà, et puis aussi qu'on peut faire des choses pour essayer de lutter contre. C'est même, je pense, un devoir que de se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont particulièrement opprimées, particulièrement isolées, et que c'est à nous aussi de faire certains efforts pour essayer de les resociabiliser, de les aider à mieux s'intégrer. Je pense déjà à certaines catégories, à certains groupes de population, mais aussi vraiment à l'échelle des individus. Si vous connaissez, si vous voyez quelqu'un autour de vous, notamment en cours, qui a tendance à être beaucoup harcelé par les autres, eh bien allez l'aider, allez le soutenir, et surtout allez parler aux autres et expliquez-leur pourquoi c'est important d'arrêter de faire ça, parce que vous allez clairement lui créer un mal-être qui, bien sûr, dans une énorme majorité des cas, n'aboutira pas à le rendre meurtrier et assassin, mais n'empêche que, il y a absolument zéro raison de laisser passer ce genre de choses-là. Vous savez que vous allez créer un mal-être chez les autres, soit en y participant directement, soit en laissant faire. Et c'est extrêmement important de lutter contre ces choses-là. Et puis là, à une échelle bien plus importante, je crois que c'est à l'État aussi de vraiment prendre conscience qu'il est en partie responsable de certains des facteurs qui vont favoriser ce genre de crime-là. C'est extrêmement important, je crois, que la classe politique, que les personnes qui nous gouvernent prennent conscience qu'elles ont aussi leur responsabilité dans la violence qui peut secouer notre pays. Et comme je vous l'ai dit, à lui de mettre en place de véritables dispositifs efficaces pour endiguer ce phénomène-là. Parce qu'on l'a vu, il y a plein de solutions possibles à mettre en place. Comme je vous l'ai dit, il y a des programmes pour favoriser la sociabilisation et l'intégration de tous, de lutter contre le harcèlement, contre le rejet, à la fois au milieu scolaire, au milieu professionnel. Il serait aussi tellement plus juste que tout un chacun dans notre société ait la possibilité d'évoluer socialement. Et pour ça, il faudrait vraiment se questionner aussi sur comment la société est construite. Est-ce qu'elle donne ou pas assez la possibilité aux personnes d'accéder à certains emplois, d'accéder à l'éducation, et puis de s'insérer dans la société. Et je pense que là, il y a un travail incroyable encore à fournir. Et puis au niveau légal, et bien comme je vous l'ai dit, je pense que l'accès aux armes, il devrait peut-être être réfléchi. Je parle des armes, mais je parle aussi de tous les facteurs facilitants, puisque je vous l'avais dit, certains médicaments qui sont prescrits par nos médecins, par nos psychiatres, peuvent aussi servir finalement et aider des personnes à passer à des actes comme ça. C'est vraiment très important qu'il y ait un encadrement qui soit bien fait. Et puis pour terminer, il faut vraiment interroger quelle est la place des médias dans la criminalité, parce que véritablement, je pense que certains gros titres, certaines choses qui passent aujourd'hui, comme on l'a vu très récemment, certaines vidéos qui sont mises en ligne, qui ne devraient pas être mises en ligne, qui ne devraient pas être disponibles sur des plateformes à grande échelle vues par tout le monde, eh bien il y a vraiment un gros progrès à faire au niveau de la médiatisation des tueurs de masse, mais je pense aussi de manière beaucoup plus générale de toute la criminalité.
Bon alors j'ai vraiment essayé de au minimum me laisser embarquer par des discours politiques parce que c'est vraiment pas ce que je veux faire sur cette chaîne, c'est pas mon rôle à moi en tant que figure un petit peu publique sur internet, mais j'avais vraiment envie de vous montrer à quel point il faut que tout le monde se questionne, à la fois nous en tant qu'individus mais aussi selon les fonctions, selon les professions qu'on a, et bien il y a vraiment énormément de choses je pense qui doivent être réfléchies, être questionnées, et j'espère que cette vidéo, cet épisode là avec l'épisode précédent va vous avoir donné à la fois une meilleure compréhension de ce que c'est que le phénomène des tueries de masse, et puis j'espère finalement que de vous avoir montré pourquoi c'est important de bien comprendre et qu'est-ce qu'on peut retirer finalement de toutes les connaissances qu'on accumule sur un type de criminalité, ça va nous permettre à tout un chacun, mais aussi de manière plus générale, plus nationale au niveau de certains organismes, de fonctionner d'une manière plus opérante pour réussir à lutter contre ce phénomène. Et j'espère réellement qu'un jour, grâce aux études qui seront faites sur les tueurs de masse, on pourra se dire que c'est quelque chose du passé ou presque. Je sais que je suis peut-être un petit peu utopiste dans ma manière de voir les choses, mais c'est vraiment ça qui me motive aujourd'hui à travailler en criminologie. C'est parce que je veux étudier ces choses-là pour lesquelles effectivement je suis vraiment très intéressée, fascinée, j'ai envie de les comprendre. Mais pourquoi ? Parce que je pense qu'on va pouvoir trouver des nouvelles solutions pour les combattre et qu'un jour ces choses-là n'existent plus ou presque. Alors j'espère vraiment que ce deuxième épisode vous a plu, j'espère que toute la série sur les tueurs de masse vous a plu, et puis sachez que voilà, ça c'était des connaissances très théoriques, mais je pense que dans les semaines qui vont venir, je vais pouvoir du coup vous faire plutôt des études de cas en prenant un cas particulier de tuerie, et puis on pourra l'étudier ensemble, puisque du coup vous aurez plein de connaissances que je vous aurai déjà apportées avec ces vidéos, et du coup ça vous permettra de mieux repérer certaines choses, de mieux comprendre certains éléments. Donc je trouvais que c'était pas mal d'abord de commencer par un espèce de cours théorique un peu comme certains profs nous donnaient en amphi, et puis ensuite voilà, on va passer à des études de cas. N'hésitez pas à me suggérer en commentaire s'il y a des cas que vous avez envie que je traite. En tout cas voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je voulais aussi vous dire, puisque ce week-end j'étais pas là, donc j'ai raté le moment où on a passé la barre des 1000 abonnés, mais ça y est, on est déjà plus de 1000 sur ma chaîne, c'est complètement fou, je pensais pas du tout arriver aussi vite à ce chiffre-là, c'est incroyable parce que j'essaye de me dire que c'est pas qu'un chiffre et que du coup il y a vraiment 1000 personnes qui sont là derrière les écrans à me regarder, et c'est complètement dingue. Je vous remercie vraiment énormément pour tous les commentaires que vous me laissez, pour tout le soutien, pour tous les petits mots que vous m'envoyez. Ça me fait tellement chaud au cœur, ça me fait trop plaisir. Bon du coup j'arrête tout de suite avec ce genre de discours mielleux. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.